Chers abonnés d'Omerta, bonjour. Merci de nous rejoindre pour ce nouveau grand entretien. J'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir François Asselineau, qui est président de l'UPR. Mais avant de démarrer, je vous rappelle la sortie dans plus de 5000 kiosques et sur notre site internet www.omertamedia.fr du dernier magazine d'Omerta consacré à l'enfance de tous les dangers, wokisme, ultraviolence, secte, éducation nationale en déshérence, tous les dangers qui menacent nos chères têtes blondes. Eh bien, Omerta vous fournit une analyse complète avec des témoignages de victimes et aussi les analyses des meilleurs experts sur ces différents sujets. Procurez-vous ce magazine, c'est une manière de nous soutenir. Et sans votre soutien, eh bien, Omerta ne pourrait pas mener des enquêtes, des investigations sur ce genre de sujets, de tabous que les autres médias ne peuvent ou ne veulent traiter. François Asselineau, bonjour. Bonjour. Ma première question, eh bien, elle est liée à notre magazine. Est-ce que cette thématique de l'enfance de tous les dangers, menacée par les phénomènes sectaires, l'ultraviolence, le wokisme, la pédocriminalité, une éducation nationale qui n'éduque plus, est-ce que cette thématique vous parle ? Oui, comme je crois comme à tout le monde. C'est un sujet qui est d'une très grande gravité, puisque l'on voit que... Enfin, moi, je suis né à la fin des années 50. Dans les années 60, ça apparaît comme un petit paradis de ce point de vue-là. C'est-à-dire que l'enfance était... L'enfance était quand même relativement protégée. Quand on allait à l'école, puis au lycée, on respectait l'autorité du professeur, de l'instituteur ou du professeur. Personne ne bougeait. Lorsqu'il y avait des notes qui étaient distribuées par les professeurs, tout le monde le respectait. On n'avait pas ce qu'on voit maintenant, paraît-il, c'est des familles entières qui débarquent pour protester. Il y avait une autorité de l'État, il y avait une tenue générale des institutions, il n'y avait pas la pornographie qui maintenant s'étale absolument partout, notamment sur Internet, pour tout le monde. Donc c'était un autre univers. Et là, je pense que l'Occident, de façon générale, est parti dans une pente qui est extraordinairement dangereuse. C'est presque une fin de civilisation, en fait. On a l'impression d'être dans le bas empire romain, avec une décadence généralisée. Donc tout ce qui s'ensuit, c'est effectivement maintenant ce qui devrait être protégé, c'est-à-dire le paradis de l'enfance, qui doit être normalement tenu à l'écart des conflits des adultes, des problématiques des adultes, qui devraient être le moment où on apprend des choses, on s'éduque. C'est devenu désormais le champ ouvert aussi de toutes les entreprises marchandes pour essayer de vendre des produits, d'attirer par les enfants, d'essayer de tirer les familles dans les fast-foods, de vendre des marques. Enfin, tout le monde sait que dans les cours de récréation, c'est à qui aura la marque dernier cri, le produit dernier cri, avec des différences sociales qui s'affichent. D'où d'ailleurs ces débats actuels. On essaie de rabibocher ici ou là des morceaux d'une innocence perdue, si l'on peut dire. C'est-à-dire que le débat, par exemple, on en parle beaucoup moins d'ailleurs, mais il y a un an, on ne parlait que de ça, c'était de l'uniforme dans les écoles. On a, je pense, une destruction progressive de cette société d'avant, mais qui nécessite d'avoir des codes moraux aussi et religieux, parce que tout ça va de pair aussi avec l'effondrement de la pratique religieuse en France et de l'Église catholique. Je pense que tout ceci va de pair. Donc, alors c'est un combat effectivement qu'il faut mener. Les réseaux pédocriminels, par exemple, il semble, moi je ne suis pas un spécialiste, mais il semble quand même que maintenant se soit développé, alors que là aussi, j'imagine que dans les années 60-70, ça devait sans doute exister, mais de façon beaucoup plus modeste, beaucoup plus réprimée. Alors que là, on a l'impression que parfois, au plus haut niveau, il y a enfin, je sais pas, l'affaire Epstein, par exemple, est dans tous les esprits, puis bien d'autres. Donc, je crois qu'il y a, comment il s'appelle, Bruno Gaccio, là, qui a réussi à interviewer Marc Dutroux, il me semble, sur ces questions. Enfin bon, moi, je trouve ça, ce sont des sujets épouvantables, mais effectivement, vous avez raison de mettre un coup de projecteur. Mais en fait, comme dans Phèdre de Racine, mon mal vient de plus loin. Le mal vient d'abord et avant tout de l'effondrement de l'autorité de l'État, de l'autorité en général, et des valeurs de l'Occident. Parce que c'est quoi les valeurs occidentales ? Mystère et boule de gomme. On a des gens qui nous disent les valeurs européennes, mais les valeurs européennes, je suis désolé, c'est pas ce qu'on nous dit aujourd'hui.
Les valeurs européennes, ça n'a jamais été une valeur européenne, par exemple, le wokisme, le transgenre, etc. Je ne suis pas là pour stigmatiser quiconque, mais on a une espèce de promotion. Enfin, ça choque énormément de Français, par exemple, de voir effectivement des transgenres donner des cours dans les écoles, etc. Alors je fais bien la différence entre tout ça, hein, ça n'est pas la même chose. Mais néanmoins, on a quand même le sentiment qu'on nous impose des valeurs qui viennent d'outre-Atlantique et qui, en fait, n'ont rien à voir avec les valeurs dites européennes qui ont dominé l'Occident chrétien, si j'ose dire, depuis 1500 ans. Vous avez un certain recul. Vous avez vu, vous parlez des années 70, vous avez vu la montée de la société de consommation et en même temps de l'idéologie un peu libérale-libertaire prônée par les nouveaux philosophes. En 60 ans, vous avez vu la progression de tout ça au fur et à mesure et la dégradation. Moi, je me rappelle très bien, c'était un des débats qu'il y avait dans les années 60, mai 68. À mon avis, dans l'histoire des civilisations, mai 68 est une date, l'année 68 de façon générale, mai 68 en France, mais disons, l'Occident en général a été balayé par à la fin des années 60 par un phénomène qui est, à mon avis, une très grande importance du point de vue civilisationnel. C'est peut-être une des plus grandes dates de l'histoire de l'Occident. C'est qu'effectivement, toutes ces sociétés qui étaient fondées sur l'autorité de l'État, les valeurs transcendantes, le respect de la religion, etc., tout ça n'était pas sans défaut non plus. Il y a des gens qui stigmatisaient une certaine intolérance, comment dirais-je, une intolérance vis-à-vis des minorités, des persécutions, et ça. Donc ça, c'est exact. C'est exact. Donc il ne faut pas non plus, comment dirais-je, magnifier sans nuance le passé. Mais ce qui est exact aussi, c'est que ce qui structurait les sociétés occidentales s'est effondré à partir de ce moment-là. Et la question qui est vraiment une question philosophique, et même plus que philosophique, historique, économique, c'est est-ce que l'on peut avoir des sociétés qui se développent bien et qui soient des modèles pour les autres si elles ne sont pas fondées sur quand même un certain nombre de valeurs transcendantes? Parce que c'est ça aussi en Occident. Hein. Il y a cette question de valeurs transcendantes. D'une certaine façon, si je voulais faire un peu... Je me hasarde, c'est un peu de l'à peu près ce que je vais dire. Je sais que ça va hérisser le poil des spécialistes, mais on pourrait dire que du point de vue psychanalytique, le 19e siècle, par exemple, l'époque victorienne au Royaume-Uni, qui a été une époque de répression sexuelle, de répression des mœurs, d'encadrement, c'est aussi au même moment que le Royaume-Uni conquiert le monde. Comme tout se passait un petit peu comme si... La civilisation, les progrès étaient une espèce de sublimation des pulsions et que les gens... c'est quoi la science, le travail, une espèce le développement économique, la recherche scientifique, d'une certaine façon, c'est une forme de sublimation des pulsions. À partir du moment où cette répression des pulsions disparaît, vous avez peut-être, c'est une hypothèse que je lance, une diminution aussi de l'intérêt à comment dirais-je, à faire des recherches, à travailler, etc. C'est un petit peu... Pourquoi est-ce que l'Occident a dominé l'univers? Pourquoi est-ce que le Royaume-Uni est devenu, au XIXe siècle, cette petite île a-t-elle dominé l'univers? Qu'est-ce qui faisait la différence entre cette île et, par exemple, les îles du Pacifique Sud, où les gens vivaient, comme le disait Jean-Jacques Rousseau, à l'état de nature, et qui ne se développaient pas, en fait. Donc c'est vraiment une question peut-être de névrose. En fait, est-ce que le développement économique n'est pas une névrose? En termes psychanalytiques. Je porte le débat à un niveau qui va peut-être un peu paraître surprenant, mais je pense qu'il y a ça. Je pense que... moi, quand j'étais petit, on me disait qu'il fallait travailler pour réussir. Bon. Et donc j'ai été formaté comme ça, c'est-à-dire que plutôt que d'aller jouer, plutôt que je travaillais beaucoup. Donc, et c'était, il me semble, encore une fois, sans peut-être trop magnifier ce passé, je pense qu'il y avait quand même une volonté que l'on trouve aujourd'hui, par exemple, en Chine. Les pays d'Asie qui se développent beaucoup se font justement sur toute une espèce de censure sociétale.
Alors, je ne suis pas un apôtre de la censure sociétale, il faut bien me comprendre, mais c'est vraiment une question qui mériterait d'être défrichée par des anthropologues, des ethnologues, des économistes, etc. C'est est-ce qu'il est possible d'avoir une société qui se développe, qui est à la pointe de la recherche, comme c'est actuellement le cas de la Chine, par exemple, tout en ayant les valeurs de l'Occident aujourd'hui. Parce que l'Europe notamment, notre produit est devenue la lanterne rouge maintenant des découvertes scientifiques, de la croissance économique, etc. Il y a aussi tout ce qui travaille. Il n'y a pas seulement que les valeurs d'ailleurs religieuses, il y a aussi les valeurs patriotiques, par exemple. Dans la mesure, l'Union européenne étant fondée, vous savez que c'est mon dada, mais étant fondée sur la lutte contre ce que la Commission européenne appelle les égoïsmes nationaux, c'est-à-dire en fait l'intérêt national. Il s'agit de tout partager. À partir du moment où vous partagez vos découvertes, vos recherches avec des Lettons, des Chypriotes, des Allemands ou autres, c'est l'idéologie européiste. Pourquoi ne partageriez-vous pas aussi avec des Chinois ou des Guatémaltèques ? Je me rappelle quand j'étais délégué à l'intelligence économique, il y avait, c'est un sujet qui est vraiment intéressant, il y avait un chercheur chinois qui avait été embauché, si l'on peut dire, pendant 6 mois ou 1 an dans un laboratoire de recherche de Peugeot à Sochaux-Montbéliard. Bon. Et la question qu'on m'avait posée, c'est est-ce que c'était bien raisonnable ? En fait, j'avais découvert que ce chercheur en question, c'était un professeur de l'université de Tsinghua, qui est une des 2 grandes universités de Pékin avec Beidai, et qu'il appartenait à tout un laboratoire de recherche. Et j'avais découvert en cherchant, puis avec ma connaissance de la langue, de l'écriture chinoise, j'avais redécouvert qu'en fait, dans ce laboratoire de recherche, il y avait toute une série de professeurs ou de maîtres de conférences qui avaient été envoyés, qui chez Peugeot Sochaux, qui chez Daimler-Benz ou à Stuttgart pour je ne sais plus quoi, pour Porsche, et qui étaient allés aux États-Unis. Donc en fait, ils avaient envoyé, c'est une espèce de task force, comme on dit, qui avait envoyé des chercheurs pour aller, comme c'est la tradition en Extrême-Orient, observer, copier et reprendre et s'inspirer. Vous connaissez en France, la copie est quelque chose qui est dévalorisé. En Extrême-Orient, c'est au contraire valorisé. On valorise, comme on dit au Japon, le sensei, c'est-à-dire le professeur. Et donc j'avais montré ça, et j'avais découvert, non seulement j'avais découvert qu'en fait le type était évidemment venu dans ce laboratoire de recherche de pointe de Peugeot, c'était il y a 20 ans, de ce dont je parle, 25 ans, non seulement pour faire de la recherche, mais certainement pour prendre observer et faire part de tout ça à Pékin, enfin Mais ce que j'avais découvert aussi, c'est que ce monsieur avait été sélectionné par l'ambassade de France en Chine dans le cadre de ce qu'on appelle la coopération scientifique. Puisque les puissances occidentales font de la coopération scientifique et la France est en retard. Donc il y avait des injonctions paradoxales, si l'on peut dire, où on demandait à l'ambassade de France en Chine de développer des échanges scientifiques, donc de faire venir des étudiants chinois en France. Mais ce faisant, qui voulait venir en France ? Ceux qui étaient là pour en fait certains d'entre eux en tout cas, pour faire de la copie de technologie. On a trouvé cette problématique d'ailleurs lorsque, je me rappelle très bien, dans les années 80-90 du XXe siècle, la France, j'avais accompagné Jacques Chirac en Chine, à Zhongnanhai, c'était la cité interdite pour les dirigeants. Ça fait partie de la cité interdite. C'est là où il y a le plus haut dirigeant chinois. Et Chirac était venu notamment essayer de vendre des Airbus à son homologue de l'époque qui était Jiang Zemin. Et donc la France faisait tout son possible pour vendre des Airbus et ensuite pour vendre le TGV. Et donc c'était pour construire un TGV Pékin-Shanghai. Et donc Chirac, je le revois comme j'étais à côté de lui comme maintenant, mais lui il parlait avec Jiang Zemin, et Chirac expliquant que le TGV français c'était la plus haute technologie, et le Chinois répondant oui, nous avons envoyé des équipes pour aller voir, nous savons que vous faites ça, mais m'avait-il dit, il y a 3 mois, je recevais le chancelier d'Allemagne, M. Schröder à l'époque, qui est venu m'expliquer à quel point l'ICE de chez Siemens est bien meilleur que le TGV français. C'était d'ailleurs une pique pour montrer que les Européens étaient
avaient chacun leurs intérêts. Ils étaient curiaces, comme on dit. Vous savez, les Horaces et les curiaces. Donc les Chinois faisaient monter les enchères entre les Européens, les Japonais aussi qui avaient leur projet de Shinkansen sur le sujet. De même que pour en matière aéronautique, ils faisaient monter les enchères entre Airbus et Boeing. Et au total, l'Occident, de façon générale, a donné des transferts de technologie à la Chine pour qu'ensuite celle-ci, maintenant, est en train de damer le pion. En définitive, les Chinois ont bâti leur propre ligne de train rapide par eux-mêmes. Donc il y a ces problématiques-là qui doivent être à l'esprit. C'est finalement qu'est-ce que l'on cherche dans toutes ces histoires. Alors pour revenir à l'actualité de dimanche, les élections européennes donnent une poussée des mouvements conservateurs. Madame von der Leyen semble plus menacée que jamais pour sa réélection. Quel bilan à l'échelle européenne tirez-vous de ces élections ? Alors déjà, vous avez raison, madame. Moi, j'ai fait des vidéos qui ont déjà plusieurs, au moins 2-3 mois. À partir du moment où M. Mario Draghi, qui a été vice-président de Goldman Sachs International, puis président de la Banque Centrale Européenne, puis président du Conseil italien, tout ça sans jamais être passé devant le moindre électeur, à partir du moment où il est à la retraite, et au lieu de rester dans sa résidence au bord du lac de Garde, d'un seul coup, il annonce qu'il va être candidat pour succéder à Mme von der Leyen. Ce monsieur Draghi, qui est beaucoup plus important qu'un quelqu'un comme Macron, c'est un domestique, mais dans l'oligarchie, Mario Draghi fait partie du Bilderberg, fait partie de la Commission trilatérale, fait partie du World Economic Forum, etc. Et il ne s'est pas lancé comme ça. C'est-à-dire que Mario Draghi, il a eu certainement un feu vert ou même peut-être une injonction de faire pour succéder à Mme von der Leyen. Donc que Mme von der Leyen soit maintenant très menacée, ça n'est jamais que la mise en... On a vu d'ailleurs Charles Michel, qui est le Belge président du Conseil européen, qui a tiré la boulet rouge sur elle. Donc à mon avis, Mme von der Leyen sera écartée. Et comme c'est une oligarchie euro-atlantiste qui domine tout ça, je pense que Mario Draghi va lui succéder. Ça, c'est le premier point qui va dépendre évidemment des jours qui viennent, mais je verrai bien ça comme ça. Fondamentalement, au niveau européen, il s'est produit ce que j'avais d'ailleurs annoncé, c'est-à-dire qu'il faut que tout change pour que rien ne change, comme on dit dans le Guépard de Visconti. C'est-à-dire que, certes, il y a une poussée de ces mouvements que vous appelez conservateurs, mais que dans les médias en France ou ailleurs, on appelle des mouvements d'extrême droite. En tout cas, des mouvements qui sont effectivement, disons, plutôt conservateur. Moi, je trouve que le mot d'extrême droite est utilisé souvent un petit peu rapidement, parce que ça dépend de ce qu'on appelle l'extrême droite. Moi, personnellement, je ne suis pas sûr du tout que ce soit de l'extrême droite. Mais on a tendance maintenant en France, quiconque remet en cause, si peu que ce soit, la construction européenne, la mondialisation généralisée, etc., est aussitôt qualifié d'extrême droite. Donc il y a eu une poussée, c'est exact. Mais cette poussée n'a pas suffi, loin de là, à modifier les équilibres. Et donc c'est toujours le PPE qui est dominant. Et donc il va se produire ce que j'avais d'ailleurs annoncé pendant la campagne, c'est-à-dire rien. C'est-à-dire que toute cette vaine agitation, pendant 3 mois, on a expliqué aux Français, on a vu défiler à la télévision des gens qui proposaient une Europe sociale, une Europe des travailleurs, une Europe écologiste, une Europe animaliste, une Europe des patries, une Europe des nations, etc., une Europe rouge à poil vert, etc. Et puis maintenant, c'est terminé. Plus personne, d'ailleurs, n'en parle. C'est terminé. La situation est ainsi. Et donc, en plus de ça, comme vous le savez, le Parlement européen, les parlementaires européens ont peu de pouvoir. Je ne dis pas qu'ils n'en ont pas, mais ils en ont peu. En particulier, ils ne peuvent pas modifier les traités. Donc ça veut dire que les traités européens continuent de s'appliquer. Or, comme dans les traités européens, il y a à chaque article quasiment une politique ultralibérale qui est gravée dans le marbre, mais il ne se passera rien. On va continuer comme avant. Alors en France, évidemment, la victoire du Rassemblement national, loin devant le parti d'Emmanuel Macron, avec une dissolution un peu surprise, dont on a l'impression qu'elle a été décidée par Emmanuel Macron lui-même en son fort intérieur, sans consultation de ses proches. Ça vous paraissait inévitable qu'il dissolve l'Assemblée nationale après une défaite ? Alors, déjà, la victoire du RN.
on ne peut pas dire que les gens aient été pris par surprise, puisqu'elle était annoncée, claironnée depuis des mois et des mois. Moi, ça me fait doucement rigoler, ou plus exactement, ça me fait bouillir d'indignation intérieurement. C'est lorsque l'on présente, M. Macron présente le Rassemblement national comme étant son pire ennemi. Si c'était son pire ennemi, vous savez ce que ferait Macron? Il n'en parlerait jamais. Et les médias n'en parleraient jamais. Il subirait le sort que je subis moi, c'est-à-dire que l'invisibilisation totale. Ben, je peux vous dire que si M. Bardella et le RN avaient le traitement médiatique qui m'est infligé, à l'UPR, qui nous est infligé, eh bien, M. Bardella ferait 2% dans les résultats d'un traitement médiatique qui s'accompagnerait par ailleurs de tout un appareil de sondage qui dirait M. Bardella va faire 2%. On a vu ce système lors de la conférence de presse de Macron du mois de février, où il avait consacré la fin de sa conférence de presse pendant 10 minutes à expliquer que son plus grave... le combat de sa vie, quasiment, son ennemi principal, c'était le Rassemblement national. Il faisait tout pour battre le RN. Quand on sait que Macron, aujourd'hui, je pense, est rejeté par plus de 80% de la population française. D'ailleurs, sa liste a fait 15%. Et en fait, avec 50% d'abstention, ça veut dire qu'il y a 7,5% des Français qui se sont mobilisés pour aller voter pour ce qu'on appelle la majorité présidentielle. Elle représente 7,5% des inscrits, hein. Donc on est quand même très loin d'une majorité. En fait, vous le savez, Macron fait l'objet d'une espèce de détestation généralisée qui transcende d'ailleurs tous les courants politiques, pour toute une série de raisons. La première étant que ce monsieur donne l'impression d'abord de ne pas avoir tout à fait ses esprits, d'être un peu siphonné, et par ailleurs de défendre ce qu'il fait d'ailleurs, c'est-à-dire les intérêts d'une caste internationale de l'oligarchie dont je parlais tout à l'heure, de cet univers qui rôde autour de Mario Draghi, plutôt que l'intérêt national. Donc, quand vous avez un président de la République qui est aussi détesté, et que ce président de la République vous dit surtout la chose la pire que vous pourriez faire, c'est de voter pour le RN, ben le quidam qui ne suit pas beaucoup la politique se dit « Ah, ben si ça peut le faire chier, je vais voter pour le RN ». Donc le meilleur agent électoral du RN, ça a été Macron lui-même. Et c'est une très grande hypocrisie et perfidie, puisque je rappelle quand même que le RN dispose de 2 vice-présidents à l'Assemblée nationale, Mme Hélène Porte et M. Sébastien Chenu, et ils n'ont pas été élus comme ça. Et pour être élu vice-président de l'Assemblée nationale en 2022, il a fallu qu'il y ait des votes en leur faveur, et notamment, comme vous le savez, tous les députés macronistes qui ont voté pour eux. Donc comment est-ce que M. Macron a le culot d'expliquer que le RN, c'est son ennemi juré, alors qu'il a donné instruction et tous les élus macronistes, la doigt sur la couture du pantalon, ont voté pour catapulter Chenu et Madame Porte comme 2 vice-présidents de l'Assemblée nationale. Donc c'est exactement ce que nous appelons une opposition contrôlée. Il était très important, et il est très important, pour l'oligarchie, de faire croire que le Rassemblement national est l'opposant de Macron. Il y a même eu mieux. C'est-à-dire que Macron et ses sbires, Attal et compagnie, ont passé leur temps à essayer d'expliquer que, en fait, le Rassemblement national, sans le dire, voulait le Frexit. Ce qui est totalement faux, mais absolument faux. Mais tout ceci était pour dissuader des gens qui pouvaient être tentés par les analyses qui sont les nôtres de voter pour nous. Tout ça est sorti d'un appareil de sondage. Voilà. Alors, le résultat, c'est que donc Bardella, il arrive au score que l'on attend. Enfin, tout le monde a bien vu cette photographie extraordinaire, où on voit Bardella faisant un débat avec Attal, le Premier ministre, pendant les européennes, alors qu'Attal n'était sur aucune liste. C'est incroyable comme histoire. Et Bardella et Attal, vous avez vu cette poignée de main avec un sourire. Enfin, ils font partie des mêmes clubs, des mêmes cercles. Ce sont des clones, en fait. Donc on est actuellement... Les Français on est en train d'appliquer aux Français une manipulation qui a été déjà expérimentée en Grèce, avec non pas avec l'extrême droite, mais avec l'extrême gauche en 2016, c'est-à-dire avec Tsipras et Syriza, qui a été expérimentée en Autriche avec Sébastien Kurz, qui a été expérimentée en Italie avec Madame Meloni, c'est-à-dire il faut donner de temps en temps aux peuples qui sont sous suggestion, il faut leur donner de temps en temps le sentiment qu'ils renversent la table. Mais en fait, c'est un renversement de table pour rigoler. Et donc là, les Français, M. Macron a décidé la dissolution. Est-ce que c'est lui qui l'a décidé? Je n'en sais rien.
Est-ce que c'est sorti d'un chapeau? Je n'en sais rien, parce que rappelez-vous quand même que M. Bardella avait depuis des semaines et des semaines dit que si il gagnait, il demanderait la dissolution de l'Assemblée nationale. Donc c'était quand même une idée qui rôdait. Est-ce que Macron est libre de ses décisions? Je n'en sais rien. Mais en attendant, tout est fait en ce moment pour pousser Bardella et le Rassemblement national au pouvoir. Absolument tout est fait dans cette direction, y compris cette décision qui me paraît délirante de Macron, non seulement de dissoudre alors que son parti vient de recevoir une défaite cinglante, mais aussi de prendre la parole, comme il a dit, 3 fois par semaine. C'est-à-dire qu'il se place quand même dans la position, si, comme je pense que ça sera le cas, les gens qui soutiennent son action politique se ramassent une nouvelle déculottée, il va se mettre dans la position d'être au minimum extraordinairement affaibli pour une période de cohabitation et peut-être même contraint à la démission. Est-ce que c'est ça l'objectif? Est-ce que on peut tout envisager? Il n'est pas exclu que l'oligarchie se soit dit il faut virer ce type-là. Maintenant, il a fait son temps. Et maintenant, il déraisonne complètement. Je ne sais pas. Peut-être que c'est des positions qu'il prend sur la Russie. On finit peut-être par indisposer aussi, parce qu'il est beaucoup plus allant même que les États-Unis. Donc je ne sais pas ce qui se passe, mais il est possible que Macron soit contraint à la démission. En tout cas, il fait tout le contraire de ce qu'il devrait faire. Il ne devrait pas s'impliquer dans une campagne de cette nature. Je ne suis pas de ceux qui pensent qu'il n'aurait pas dû dissoudre, parce que le fait de dissoudre en soi, c'est assez gaulien. Il n'y avait pas eu de dissolution depuis 1997. Donc ça fait quand même à peu près 27 ans qu'il n'y avait pas eu de dissolution. L'idée que lorsqu'il y a un conflit avec un conflit politique majeur, comme De Gaulle avait dissous en 1968, pour donner la parole au peuple, me paraît plutôt normal. Simplement, en 1968, De Gaulle avait voulu trancher parce qu'il savait qu'une grande partie de la population, en fait, n'était pas d'accord avec les dérives gauchisantes qui avaient lieu à Paris. Alors que là, Macron dissout, mais enfin tous les conseillers qu'il a autour de lui doivent lui dire « Mais attendez, tout le monde vous déteste ». C'est d'ailleurs tellement vrai que vous savez que ces candidats qui se présentent n'osent même plus mettre majorité présidentielle. D'ailleurs, ils auraient dû mettre ultra-minorité présidentielle. Ils n'osent plus parler de Macron et ils se présentent même sans le titre Renaissance. C'est-à-dire que maintenant, Macron est une espèce de repoussoir. Dans ces conditions, le fait de dissoudre, à mon avis, ne peut avoir que pour conséquence que de mener le Rassemblement national au pouvoir. Ce que personnellement, d'ailleurs, je souhaite, parce que ça va permettre aux Français d'avoir une formidable leçon de choses. Voilà. C'est-à-dire que de découvrir que ce que je dis depuis 17 ans est vrai. C'est-à-dire que M. Bardella, Mme Le Pen, le Rassemblement national, avec quelques artifices de présentation, il va y avoir un truc un peu symbolique ici ou là. Peut-être, je sais pas, la privatisation de France Inter ou je sais pas quoi. Et c'est M. Chenu qui l'a annoncé, un truc comme ça. Donc ça sera du point de vue symbolique. Bon. Mais sur le fond des choses, la politique économique, la politique monétaire, la politique vis-à-vis des services publics, la politique vis-à-vis de la Russie, la politique vis-à-vis de l'OTAN, rien ne va changer. Alors justement, le RN est à 32% aux élections européennes. Pour gagner, pour être majoritaire à l'Assemblée nationale, il va devoir, je dirais, élargir son électorat et peut-être aussi former des alliances. Est-ce que si Marine Le Pen vous tend la main et vous propose de rejoindre une alliance des patriotes, quelle sera votre réponse ? Honnêtement, je ne pense pas que ça sera le cas. Je pense que nous sommes d'ailleurs à ses yeux, certainement trop petits. Je voudrais, si vous me le permettez, faire un petite analyse du résultat. On a un résultat qui nous a énormément déçus, puisqu'on a fait 1,02% des suffrages, c'est-à-dire un peu moins qu'en 2019, où on avait fait un 17%. Et quand on regarde le nombre de voix, comme il y a une meilleure participation cette fois-ci, on a à peu près le même nombre de voix qu'en 2019.
c'est-à-dire aux alentours de 250 000 voix. Or, ça nous a beaucoup déçus. Pourquoi ? Parce que depuis 2019, notre discours a considérablement augmenté, la notoriété a considérablement augmenté sur tous les critères, le nombre d'abonnés YouTube, le nombre de vues YouTube, le nombre d'abonnés sur Twitter, le nombre d'abonnés sur Facebook, etc., etc., etc. La collecte que nous avons lancée nous a rapporté plus d'argent qu'en 2019, etc., etc. Donc on pensait vraiment qu'on allait cette fois-ci franchir les 3%, ce qui nous aurait permis d'être remboursés, et même, pourquoi pas, franchir les 5%. Donc ça a été une douche froide quand on a vu les résultats. Voilà. Alors la question, c'est le pourquoi, et ce que j'ai compris, ce que j'ai découvert, c'est qu'en fait, il y a deux choses en matière politique. C'est qu'il y a ce que j'allais dire le capital de sympathie d'une part et les résultats électoraux d'autre part. C'est-à-dire que le capital de sympathie de notre mouvement s'est formidablement développé, vraiment. Vraiment, vraiment. J'ai fait une vidéo au bout de pour commenter les résultats. C'était lundi soir. Au bout d'un jour et demi, on est quasiment à 300 000 vues, c'est-à-dire plus de vues que nous n'avons eu d'électeurs. On est extrêmement suivis. Et dans la rue, très fréquemment, l'autre jour, c'était avant-hier, là, je marchais dans la rue du côté du Montparnasse et j'ai été successivement, en l'espace d'une demi-heure, abordé par 6 personnes différentes qui ont demandé des selfies. Monsieur Asselineau, on vous suit, c'est super intéressant, vous êtes formidable, ci et ça. Très bien. Mais à chaque fois, j'ai dit, j'étais quand même un peu amer des résultats, je dis, mais est-ce que vous avez voté pour moi ? Et sur les 6 personnes qui ont voulu des selfies, il y en avait un qui avait voté pour moi. Les autres avaient voté Marion Maréchal, Bardella, Mélenchon, etc. Et donc j'ai dit, mais pourquoi en fait ? Pourquoi si vous trouvez que mes analyses sont les bonnes, pourquoi est-ce que vous n'avez pas... Et la réponse systématique, c'est bah oui, mais quoi ? Mais on sait que vous n'y arriverez pas parce que vous avez des petits sondages. Donc vous voyez comment on a une espèce de société absolument verrouillée, c'est que en réalité, notre capital de sympathie grimpe. Et j'ai une notoriété très supérieure à ce que c'était il y a 5 ans. Je ne dis pas ça pour me glorifier. Je dis ça simplement parce qu'on ne peut pas avoir des résultats électoraux significatifs si personne ne vous connaît. Donc la notoriété a monté, mais il y a la différence entre le capital de sympathie et le fait de passer à l'acte. Et donc ce qui est en train de se passer, ou en ce moment même où nous parlons, c'est-à-dire on a quand même eu donc hier... le même jour, l'explosion de Reconquête et des Républicains. Alors c'est en cours, c'est très évolutif. On ne sait pas ce que chaque jour qui se lève, quand on se lève le matin, on ne sait pas ce que ça sera le soir. C'est assez extraordinaire comme période. Mais ça veut dire que cette recomposition de la scène politique va sans doute se faire autour du Rassemblement national avec l'aide de Ciotti. À mon avis, je ne sais pas ce qui va arriver à LR, mais je pense qu'il y a une partie significative des électeurs de LR qui soutient plutôt la démarche de Ciotti. Il y a quand même une appétence d'un certain nombre d'électeurs à cette union des droites. Mais donc, à mon avis, il y a peut-être une partie de LR qui va faire alliance avec Macron, je ne sais pas. C'est pas clair. De l'autre côté, le Reconquête a explosé avec l'exclusion soudaine de Madame Marion Maréchal. Faut voir ce que ça représente quand même pour Reconquête. Reconquête, c'est le dimanche soir, ils ont 5 députés. Zemmour a 5 députés, 5 eurodéputés. 48 heures après, il n'y en a plus qu'un. Il n'y a plus que Mme Knafo, parce que les 4 autres, Mme Maréchal, Mme Trochu, M. Nicolas Bay et M. Guillaume Pelletier, 4 des 5 eurodéputés de Zemmour sont exclus. C'est dément. Hein, donc on est dans une situation démente. Nous, là-dedans, ce que nous observons, c'est que qu'est-ce que propose cette fameuse union des droites ? Elle ne propose rien qui ne nous convienne. Puisque nous avons une analyse qui n'a pas varié depuis 17 ans. C'est d'ailleurs ce pourquoi les gens nous font de plus en plus confiance, parce que non seulement cette analyse n'a pas varié, mais en plus elle se retrouve explicative des réalités, de ce que l'on constate. Donc ce que je pense, c'est qu'il faut que maintenant, il y ait en effet une majorité RN qui soit au gouvernement, et puis on va voir ce qui va se passer. Et je pense que les Français vont découvrir surtout des sujets
y compris sur la question migratoire d'ailleurs, qu'en fait rien ne change, voilà, et que c'est la même situation. Et là, à ce moment-là, peut-être les Français vont-ils, dans leur masse, commencer à comprendre que ce que j'explique depuis 17 ans est la réalité, c'est-à-dire qu'en fait, dans la mesure où nous sommes dans l'Union européenne, dans l'euro et dans l'OTAN, il ne peut plus y avoir en réalité de politique nationale différente. Voilà. Mais comment allez-vous vous positionner? Vous allez présenter des candidats aux législatives ou vous allez apporter un soutien aux candidats du Rassemblement national? Non, ni l'un ni l'autre. D'abord, on n'a pas les moyens. Parce que malheureusement, les gens qui nous aiment bien, les gens qui viennent... On avait fait des réunions publiques qui étaient absolument complètes. On faisait des salles combles, etc. On a eu... vous avez vu, moi je suis le seul responsable politique français, je me permets d'insister, et dont j'ai fait plus de 20 vidéos qui ont dépassé les 500 000 vues, et j'ai fait 7 vidéos qui ont dépassé le 1 million de vues. Allez regarder les scores des autres, c'est pas du tout... Bon. Donc on espérait que ça se traduirait dans les urnes. Ça ne s'est pas traduit dans les urnes. Et malheureusement, ça a des conséquences. Les gens qui ont fait ça, il faut qu'ils voient que leurs actes ont une conséquence. En ne glissant pas un bulletin pour la liste Asselineau, nous n'avons pas dépassé les 3%. Donc on n'a pas été remboursé. Donc on a une ardoise. Là, il faut régler 950 000 € à l'imprimeur. Et puis, il y a les frais de déplacement, les frais de location de salle. Donc, on a plus d'1 200 000 € à régler et dont on n'est pas remboursé. Hein, donc, il faut bien comprendre que ça a eu des conséquences. Nous n'avons pas financièrement les moyens de nous présenter à des élections qui, de surcroît, sont organisées en pleine violation du code électoral, au passage, puisque M. Macron a décidé que le premier tour aurait lieu le 30 juin, le deuxième tour le 7 juillet, ce qui contrevient à un article, dont j'ai oublié le nom, le numéro d'un article du code électoral qui prévoit que la liste des candidats aux élections législatives doit être arrêtée le vendredi à 18h ou 19h, précédant de 4 semaines le premier tour qui a lieu un dimanche. Donc, 4 semaines, ça veut dire que c'était, le fin mai, que ça aurait dû être conclu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que seuls les partis ayant une surface financière importante et puis suffisamment de personnes pour se présenter ont le temps de se retourner. À mon avis, d'ailleurs, je pense que ça n'est pas sorti d'un chapeau. Je pense que le RN avait été prévenu qu'il y aurait une dissolution. Parce qu'on voit que... ça ne les a pas choqués. Hein. Voilà. Ils ont, à mon avis, si ça se trouve, ils avaient déjà présélectionné une grande partie de leurs candidats et peut-être même préparé les promesses. On n'en sait rien, mais pour ça que l'idée que ce soit sorti d'un chapeau au dernier moment par Macron, j'ai un petit doute. En attendant, M. Macron prend ces décisions qui violent la loi. Vous avez vu qu'il y a des professeurs de droit qui ont saisi le Conseil constitutionnel pour que le Conseil constitutionnel censure le décret de convocation des électeurs, en disant que il n'y a pas le temps. Bon. Comme le Conseil constitutionnel, comme tous les autres contre-pouvoirs en France, le Conseil d'État, le CSA devenu l'ARCOM, etc., comme tous ces contre-pouvoirs, en fait, sont devenus maintenant à la main de Macron, à mon avis, il est peu probable qu'il censure ce décret. S'il le censurait, ça serait alors rigolo, parce que ça voudrait dire que le deuxième tour aurait lieu le 14 juillet. Enfin, on est dans des calendriers absolument ahurissants, sans compter les Jeux Olympiques qui arrivent après. Donc, en attendant, pour nous, ce qui nous concerne, on n'a pas l'argent. On n'a pas la capacité, en 3 jours, de trouver 577 candidats et 577 suppléants, avec par ailleurs la contrainte de la parité au niveau des candidats. Donc, et puis par ailleurs, on n'est pas dans une dynamique porteuse. Notre score a attristé beaucoup des gens qui nous suivent. Donc, qu'est-ce que vous voulez que l'on fasse? Donc, nous, on n'y va pas. C'est pas une décision de moi, c'est une décision du bureau politique, comme beaucoup de sujets d'ailleurs. Hein, parce que moi, souvent, je vois des gens qui me disent « Ah, vous voulez pas faire d'union, etc., etc. » Mais c'est pas moi qui décide. On a un vrai bureau politique et qui prend ses décisions après beaucoup de réflexion. Donc là, on n'y va pas. C'est ça. Alors, par ailleurs... Au niveau du premier tour, je pense que chacun fait ce qu'il veut. Bon. Au niveau du deuxième tour, je ferai comme j'avais fait au moment de la présidentielle de 2022. Au niveau du premier tour, j'avais pas pu être candidat, on avait laissé
les électeurs faire comme ils voulaient. Au deuxième tour, dans le duel Marine Le Pen, Emmanuel Macron, j'avais appelé à voter pour Marine Le Pen. Non pas que je m'attendais à des merveilles, mais je pensais que rien n'est pire que Macron. Voilà. Et je le pense toujours. C'est-à-dire qu'au deuxième tour, s'il y a des duels entre le RN et le candidat macroniste, on appellera à voter pour le candidat RN-LR contre le candidat macroniste. S'il y a dans l'autre côté, s'il y a des circonscriptions où il y a le candidat Macron contre quelqu'un de la NUPES ou de je sais pas quoi, ou un communiste ou un socialiste, malgré les réserves que l'on peut avoir, on appellera aussi certainement à voter pour battre les candidats Macron. Il faut que ce type dégage au plus vite. Voilà. Et si effectivement il se ramasse une déculottée, il faudra qu'il dégage. Donc parce vous pouvez envoyer une consigne, vous pouvez mettre une consigne, donner comme consigne à vos électeurs, à vos adhérents de soutenir les listes RN-LR dès le premier tour ? Non, parce que je me permets d'insister sur un point que ça fait quand même des années que je l'explique. À l'UPR, nous avons des Français, des électeurs qui viennent de droite, d'extrême droite, mais aussi de gauche et d'extrême gauche. Nous avons une liste, d'ailleurs, qui comprenait, de façon symbolique, mais monsieur le général Henri Roure, qui était troisième de la liste et qui vient de la droite traditionnelle, qui avait été candidat. Il est général en deuxième section. Il a été général des troupes de marine. Il a dirigé les troupes françaises au Gabon, etc. Il a une carrière prestigieuse. Il était sur la liste de Nicolas Dupont-Aignan en 2019. Puis il avait quitté Dupont-Aignan et s'était rapproché de nous. Mais nous avions en position 81 Pierre-Yves Colombat, qui a été pendant des décennies conseiller départemental et maire d'un petit village du Var, et qui a été vice-président de l'Association des maires ruraux de France et qui a été sénateur apparenté socialiste et apparenté communiste, un homme de gauche. Et tout au long de la liste, on avait d'ailleurs 11 élus locaux, dont certains avaient le cœur qui penchait à droite, d'autres qui penchaient à gauche. Donc nous, on est une liste au-dessus du clivage droite-gauche. Je me permets d'ailleurs d'insister, parce que ceux qui sont comme saint Thomas et qui veulent voir pour le croire, qu'ils aillent sur le site du ministère de l'Intérieur pour les résultats, et ils constateront quoi ? Ils constateront que le ministère de l'Intérieur, vous savez, ils ont un bureau qui est chargé de donner des couleurs politiques en étudiant à la fois la composition des listes, mais aussi en étudiant les programmes. Le ministère de l'Intérieur, comme il l'a toujours fait depuis 17 ans, nous a classés en LDIV, liste divers. C'est-à-dire au-dessus du clivage droite-gauche. On n'est pas les seuls. Par exemple, la liste pour l'espéranto, la liste du parti animaliste, LDIV. Alors que la liste, par exemple, de M. Philippot et de M. Poisson est mis LEXD, c'est-à-dire liste d'extrême droite. Parce que, effectivement, les électeurs, les participants à sa liste, le programme, la présence de M. Poisson, qui a un programme extrêmement conservateur du point de vue sociétal, il a le droit. Hein. Je ne dis pas du tout qu'il n'a pas le droit, mais c'est un fait que c'est catégorisé extrême droite, et donc ça fait fuir les électeurs de gauche. Donc nous, on essaye depuis 17 ans, et ça marche, de réaliser ce qui nous paraît absolument fondamental, c'est de rassembler des Français de droite et de gauche qui sont d'accord pour faire sortir la France de l'Union européenne, la libérer. C'est d'ailleurs comme ça qu'avait été constitué le Conseil national de la résistance en 1943-1944. C'est comme ça qu'a été battu en 1954 le projet de communauté européenne de défense par un accord entre les députés qui se réclamaient du gaullisme et les députés communistes. C'est comme ça qu'en 2005, les Français ont voté non à 55% contre la Constitution européenne. Sur ces 55%, il y en avait 30 qui venaient de la droite et de ce qu'on appelle l'extrême droite, et 25 qui venaient de la gauche et de ce qu'on appelle l'extrême gauche. Donc nous, on dit que si on fait l'union des droites ou bien l'union des gauches, eh bien, on n'y arrivera pas. C'est ça le truc. Mais au deuxième tour, en cas de duel entre un candidat RN-LR et un candidat macroniste, vous soutiendrez le candidat RN-LR. Oui, ça, je l'ai dit. D'accord. Hein, je l'ai dit, absolument. D'accord. Et si, faisons un peu de politique fiction, si la liste RN est majoritaire et que Jordan Bardella devient Premier ministre, est-ce que s'il souhaite constituer
un gouvernement d'union nationale, d'union des patriotes. Est-ce que s'il y a une main tendue vers votre formation politique, est-ce que vous pourriez... Là, je pense que c'est de la... À mon avis, c'est de la politique fiction. Si tel était le cas, je ne prendrais pas de décision personnelle. Parce que, encore une fois, il y a des gens qui pensent que je suis une espèce de... C'est vrai que j'ai beaucoup d'influence. Évidemment, c'est moi qui ai créé le parti. Et l'UPR sans Asselineau, ça serait... Je ne m'en réjouis pas, d'ailleurs. Hein. J'essaie de promouvoir des adjoints, des collaborateurs, voilà, parce que je ne suis pas éternel. Bon, donc j'espère que tout ceci se développera. Mais contrairement à une image que certains veulent donner de moi, je ne suis pas le type qui décide de tout. On a eu une réunion du bureau politique dès lundi soir que j'ai convoquée. Dans cette hypothèse que vous évoquez, on réunira le bureau politique. Et a priori, je ne pense pas qu'on accepterait une chose. Ou alors on mettrait des conditions très précises. C'est-à-dire que ce serait... à condition que le gouvernement, le nouveau gouvernement prenne l'engagement à horizon de 3 mois ou 6 mois d'organiser un référendum sur la sortie de l'Union européenne. Alors là, peut-être qu'effectivement, ça serait un bouleversement complet. Donc peut-être là, je serais obligé de convenir à ce moment-là que je m'étais peut-être un peu trompé dans les analyses, parce qu'en effet, effectivement, ils ouvrent la voie au Frexit. Voilà, mais je pense que ça serait... Encore une fois, on est dans la politique fiction, mais ça serait vraiment quelque chose de fondamental pour nous. Je suis pas là. Vous savez, je fais pas de la politique pour avoir un poste. Dans ma vie, j'ai pas été ministre, mais c'est presque tout comme. J'ai été dans des cabinets ministériels, j'étais très écouté par certains ministres, j'ai assisté à des rencontres au plus haut niveau avec des chefs d'État et de gouvernement. Il y a peu de responsables politiques qui ont autant d'expérience que moi, honnêtement. Et donc, mais voilà, mais vous ne m'imaginez pas en train d'aller dans un gouvernement pour soutenir le gouvernement ukrainien, soutenir l'OTAN. Juste pour un Marocain. Non. Je ne ferais pas ça ça serait le déshonneur. Ouais. Bon. En revanche, je vous dis, s'il y avait un engagement à horizon de 3 mois de faire une campagne pour un référendum pour la sortie de l'Union européenne, alors là, je ne dis pas que là, pour le coup, ça pourrait nous intéresser. Si on avait, par exemple, si ce gouvernement nettoyait les écuries d'augias médiatiques, c'est-à-dire imposait, par exemple, à France Inter, parce que je rappelle quand même que j'ai été extrêmement maltraité pendant cette campagne, mais le pire, ça a été le service public. C'est-à-dire que j'ai eu un petit os à ronger. BFM TV m'a lancé 4 minutes à 16h quand il n'y a personne, et puis sans jamais de reprise, et puis pas de podcast, et puis après ça, j'ai eu CNews. J'ai pas eu grand-chose, mais j'ai eu un petit quelque chose. Mais je n'ai pas été invité sur France Inter. J'ai pas eu la matinale de France Inter, que j'avais eue en 2019. Je n'ai pas eu la matinale de France 2. Je n'ai pas été invité sur France 2. Je n'ai pas été invité sur France Info. J'ai été invité sur France Info TV, c'est pas du tout la même chose que France Info, et c'était un dimanche à 7h du matin, 7h45. Je n'ai pas été invité sur France Culture. Voilà, donc l'ensemble du service public, en fait, m'a totalement invisibilisé. Et donc s'il y avait un référendum sur la sortie de l'Union européenne, on ne sait pas, si M. Bardella avait d'un seul coup un état de grâce et décidait de faire ça, ce qu'à mon avis, ses commanditaires ne l'accepteront pas. Mais s'il faisait ça, là, on le soutiendrait, mais on demanderait qu'il y ait imposé par la loi qu'il y ait 50% du temps de parole réservé aux partisans du Frexit. Pas comme ça avait été en 92, où vous savez qu'il y avait eu, c'était Serge Halimi, qui avait écrit un livre qui s'appelle Les Nouveaux Chiens de Garde, qui est un livre formidable à relire après coup. En 1992, pour le traité de Maastricht, l'espace médiatique avait été saturé à 85% pour les partisans du oui. Donc c'est scandaleux. François Asselineau, merci. Chers auditeurs, je vous dis à très bientôt et n'oubliez pas de vous procurer le magazine d'Omerta, L'enfance de tous les dangers, dans plus de 5000 kiosques et sur notre site internet www.omertamedia.fr. Merci, à très bientôt.